Bonjour, bienvenue en direct du studio Cardio Online au 30e journée européenne de la Société française de cardiologie à Paris. Je suis le professeur Jean-Sébastien Hulot, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et j'ai le plaisir d'être en présence du docteur Mariana Mirabel. Vous êtes la responsable de l'unité de cardio-oncologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et donc vous êtes intervenu sur l'une des sessions de cardio-oncologie, une discipline émergente et qui est à l'honneur de ces journées européennes, notamment sur une session sur l'hypertension artérielle et les thérapies ciblées. Est-ce que vous voulez déjà nous donner un peu l'importance du sujet pour les patients et puis pour nos collègues cardiologues ? Bien sûr, merci beaucoup Jean-Sébastien pour cette introduction. En effet, les thérapies ciblées, c'est l'avant-dernière révolution en oncologie. Nombreuses molécules, nombreuses classes thérapeutiques, avec des traitements soit par voie intraveineuse sous la forme d'anticorps monoclonaux, soit par voie orale. Celles qui nous intéressent tout particulièrement en cardio-oncologie, ce sont les thérapies ciblées anti-angiogéniques, soit sous la forme d'anticorps monoclonaux dont le chef de file est le bevacizumab, ou les inhibiteurs tyrosine kinase, qui sont des petites molécules qui ont aussi une activité anti-VEGF. Ces molécules se compliquent d'hypertension artérielle fréquemment. L'incidence est élevée, elle varie entre 15 et 60%, et les plus importantes lorsqu'on la recherche, donc d'où l'importance des automesures tensionnelles, surtout si elles peuvent être télétransmises, l'éducation du patient, de l'hématologue et de l'oncologue pour rechercher cette complication qui est rarement sévère, mais qui est très fréquente, qui nécessite une intervention de la part du cardiologue pour poursuivre. En charge classiquement. Tout à fait. Donc on peut poursuivre le traitement à visée oncologique en adaptant le traitement antihypertenseur, sachant qu'il y a quelques spécificités thérapeutiques. Et alors chez ces patients, la prise de tension en fait, artérielle est importante. C'est combien de points de tension en gros auxquels on peut s'attendre en fait ? Alors, la pression artérielle augmente chez tout patient, y compris les volontaires sains qui prennent des anti-VEGF. C'est un effet vraiment classe qu'on va retrouver systématiquement. Exactement, donc c'est un effet classe. Et l'hypertension artérielle définie par une pression artérielle supérieure à 130/80 mm de mercure en moyenne sur l'automesure tensionnelle survient entre 20 et 60% des patients, surtout chez les patients qui sont suivis pour un cancer du rein où l'incidence est plus importante. Mais cela se traite aisément par… Classiquement Alors quasiment classiquement, ce qui est préconisé, ce sont soit des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des inhibiteurs de l'angiotensine 2 du fait de leur effet cardio- et néphroprotecteur, isolément ou en association avec un inhibiteur calcique, l'amlodipine, parce qu'il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses entre les thérapies orales qui sont métabolisées par le cytochrome P450 et le GPG et qui peuvent interagir avec les autres inhibiteurs calciques. Donc on ne peut pas tout utiliser, en fait, il faut quand même faire attention à ne pas détruire l'effet du traitement de la thérapie anticancéreuse par le biais du traitement anti-hypertenseur. Exactement, parce qu'on peut avoir un patient qui est soit sous-exposé à ce moment-là à la thérapie anticancéreuse ou surexposé. Et seulement après, en troisième ligne, des bêta-bloqueurs. On donne exceptionnellement des diurétiques, car il s'agit de patients qui sont souvent déshydratés avec des troubles digestifs pour éviter toute néphrotoxicité. Et la gravité, plus que l'hypertension artérielle en elle-même, ce sont les effets cardiovasculaires et puis les effets néphrologiques. C'est surtout la microangiopathie thrombotique que l'on doit rechercher et qui peut nous faire arrêter définitivement le traitement. Et qu'on dépiste par essentiellement biologiquement Biologiquement, oui, tout à fait, par une mesure de la protéinurie, donc un rapport protéinurie sur créatinurie qu'il faut surveiller. Qui doit alerter. Tout à fait. Et alors dans les autres molécules, donc les anti-VEGF, ça fait quelques années qu'ils sont sur le terrain et donc on a ça, mais on a des molécules, c'est ce que vous avez montré, qui arrivent et qui sont de plus en plus fréquemment utilisées, qui sont aussi associées à des atteintes vasculaires particulièrement profondes. Je pense par exemple à l'ibrutinib. Oui, tout à fait. Donc l'ibrutinib, c'est un inhibiteur tyrosine kinase de Bruton que l'on donne dans les leucémies lymphoïdes chroniques, donc une population plutôt âgée, dont la moitié est déjà hypertendue à l'état basal, qui peut donner lieu à des effets cardiovasculaires, la fibrillation atriale, mais aussi l'hypertension artérielle avec une incidence qui est de l'ordre de 15%. Et là aussi, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses, donc il ne faut pas hésiter à faire appel éventuellement à un pharmacien ou à un pharmacologue, surtout lorsqu'on a la chance de travailler en centre hospitalier pour ces traitements.
traitement-là. Et ça, c'est une molécule du coup qui a un large champ d'utilisation, puisque ce sont des cancers quand même fréquents. Et donc si vous dites qu'à chaque fois on retombe toujours sur les 15-20%, ça veut dire qu'en fait c'est des patients qui sont très prévalents, très fréquents. Exactement, donc c'est quelque chose, en plus c'est une thérapie orale, donc il est possible que le patient ne vous dise pas en consultation qu'il a une leucémie lymphoïde chronique. Il prend un traitement, donc on ne connaît pas forcément le nom de la molécule, et l'on passe complètement à côté. Donc c'est toute l'importance d'un interrogatoire poussé, de s'assurer quand on a un patient qui est hypertendu qu'il n'est pas une thérapie ciblée anticancéreuse, car ces patients-là sont de plus en plus nombreux et ils ne l'exposent pas, ils ne l'énoncent pas de façon directe, de façon systématique. Et alors du coup, en fait, ce que vous suggérez, c'est que l'une des clés, et c'est probablement un message important, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous connaisse ces aspects-là et soit éduqué à savoir reconnaître en fait la présence de ces molécules et l'effet lié, notamment au niveau vasculaire, à ces molécules. Tout à fait. Donc, je pense que la clé de voûte, c'est l'éducation d'abord de nous-mêmes, de nos confrères oncologues, hématologues et du patient, en les informant, en les éduquant à l'automesure. Et c'est comme ça qu'on pourra éviter des effets cardiovasculaires plus sévères que l'hypertension artérielle seule. Eh bien, super pour ce point. Merci beaucoup.